entrée, c'était d'essayer de voir un peu l'intelligence de la forme. Deuxième partie, le travail individuel dans la forme. Et la troisième, le travail collectif dans la forme. Daniel, moi j'aimerais revenir où on a laissé. Okay? On parlait du billet pour la destination immortalité. Dans le PMC4, il y a 2 ou 3 individus qui ont entrevu cette possibilité. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et puis, à quelques reprises, on est venu pour en discuter. Puis il y a quelque chose, je pense pas que ce soit astral, mais disons la raison, parce qu'on a toujours notre raison, là, notre intuition qui peut nous donner une bonne raison de ne pas en parler. Ça fait à quelques reprises que ça m'arrive lorsque j'approche quelqu'un, c'est ce que je ressens. Avec toi, je suis capable d'en discuter ainsi qu'avec une autre personne. Qu'est-ce que c'est qui se produit à ce moment-là? Disons qu'il se produit plusieurs choses. C'est un mécanisme énergétique qui fait que le terrain n'étant pas suffisamment préparé dans la psychologie de la personne comme dans la psychologie de l'astral, il y a des choses qui sont repoussées par la psychologie planétaire depuis le début et on ne veut pas en entendre parler. Alors, soit que l'énergie intelligente vienne bloquer les mécanismes de pensée de la personne, vienne bloquer son centre laryngé pour qu'elle ne puisse parler, parce que cela créerait un trop gros conflit entre l'astral et la personne qui est dans ce chemin de conscientisation. Soit que ce sont des forces de l'astral qui viennent simplement posséder la personne lorsqu'elle vient pour incruster dans l'astral des possibilités de mécanismes d'immortalité ou de transformation radicalement dangereuse, pour l'astral évidemment. OK. Moi, ce qui se produit, là, lorsque je m'avance vers 2 ou 3 de ces personnes-là, là, je vois un tas de choses. Je ressens un tas de choses. Et puis, je suis pas capable de le communiquer. Mais lorsque quelque chose de nouveau comme ça arrive de la même façon et que je suis face à toi, à ce moment-là, j'échange. Ainsi que face à Bernard, ça va très très bien des 2 personnes. Mais si ça bloque avec d'autres, c'est pas nécessairement parce que l'astral n'est pas prêt à en entendre parler, parce que je peux en parler avec toi ainsi qu'avec d'autres personnes. Avec moi, c'est pas pareil, pour la simple raison que l'astral ne peut pas m'empêcher de dire ce que ça me tente de dire. Et puis automatiquement, si tu veux en parler avec moi, ben l'astral n'a rien à dire, il y a rien qu'à se pousser et à attendre. Est-ce qu'il faut surmonter ça? Non. Est-ce qu'il faut dépasser pouvoir le ça? surmonter, non, parce que si tu n'as pas suffisamment de puissance pour que ça vienne tout seul de toi, c'est que tu n'as pas compris exactement comment fonctionnait la forme et tu n'as pas compris quel était l'écosystème de la forme astrale. Et c'est extrêmement important d'en prendre connaissance parce que la formulation de ton idée dépend va créer des perturbations dans l'astral et selon la manière tu vas formuler, tu vas parler, cela peut aussi créer des perturbations chez certains individus que tu ne connais pas pantoute, qui sont reliés à un astral particulier dans lequel tu vas venir t'imposer. Donc, à un moment donné, soit l'intelligence t'empêche de parler, soit que l'astral t'empêche de parler. Mais de vouloir le surmonter, non, parce que si tu ne peux pas en parler, c'est que tu n'es pas suffisamment énergisé pour pouvoir passer par-dessus. Tu n'es pas prêt, tu n'as pas le privilège de parler contre l'astral sans que l'astral vienne t'en parler. Alors, lorsque tu parles de mécanisme, qu'est-ce que c'est d'être le maître de l'astral? Lorsque tu parles à Satan, lorsque tu maudis Satan, lorsque tu dis à Satan qu'il est un imbécile, lorsque tu parles au diable et que tu dis au diable que c'est un enfant de pute, lorsque tu es capable de dire que s'il est le moindrement puissant, qu'il peut venir à tes pieds, parce qu'il ne peut pas monter plus haut que tes pieds, et si ça lui tente de venir se battre avec toi, tu lui offres la possibilité de venir. Lorsque tu es capable d'appeler tous les forces du noir pour venir ombrager ton aura à toi, pour venir te voir, et que ces choses ne viennent pas, même si tu es caché en plein milieu du pire endroit énergisé, un endroit extrêmement satanique, un endroit extrêmement bas, lorsque tu es capable de dire ces choses, de parler
et que si tu t'observes, il n'y a pas la moindre vibration à l'intérieur de ces choses sataniques, mais que c'est plein à l'extérieur, et que le moindrement que tu éternues, tout disparaît, tout redevient clair, c'est que tu es le maître de l'astral. Et lorsque tu es devenu le maître de l'astral, on peut parler de Satan, on peut parler du prioritillon, on peut parler de n'importe quoi, on peut mettre ce que l'on veut, mais on a l'intelligence aussi de faire attention pour ne pas créer trop de remous dans l'astral, de façon à ce que celui-ci, par l'intermédiaire de d'autres entités humaines, ne vienne pas lutter contre toi. Alors, à un moment donné, tu peux avoir une guerre physique entre des individus qui sont manipulés de façon à venir t'assassiner. Mais réellement, l'astral ne peut rien contre toi, sauf s'il possède un corps physique. Et pour posséder ce corps physique, il va évidemment aller posséder quelqu'un, qui à un moment donné va entendre des voix dans sa tête, et celui-ci va démarcher jusqu'à temps qu'il vienne aboutir dans ce que l'astral veut faire. Et donc, pour ne pas donner suffisamment, pour ne pas trop maltraiter l'astral, pour faire attention au pauvre Satan, au pauvre diable, pour pas trop lui faire de mal, juste assez pour que lentement il apprenne à t'écouter, juste assez pour que lentement il se départisse de ses vibrations, disons, négatives, juste assez, mais juste trop peu pour qu'il se mette en grosse colère, et s'il est en grosse colère, il peut manipuler l'extérieur pour que cela te revienne dessus. Mais ils n'auront pas l'énergie suffisante pour manipuler l'extérieur si tu ne le dynamises pas, toi. Les forces de l'astral ne sont pas suffisamment intelligentes pour pouvoir se relier ensemble de façon à grossir leur potentiel d'action pour pouvoir venir intervenir chez quelqu'un qui se conscientise, mais qui a dépassé l'état d'assujettissement astral. Alors, individuellement, ces parcelles de l'astral peuvent manipuler les individus, mais ne peuvent pas manipuler l'individu qui sort complètement de l'astral et qui devient un maître de l'astral. Alors, de temps en temps, certains vont se réunir et vont venir lui parler. Et on accepte de parler avec ces égrégores astrales tant qu'ils ne nous cassent pas les pieds, tant qu'ils ne nous achalent pas trop. Mais à un moment donné, on parle simplement pour les instruire. Parce qu'on doit instruire l'astral. C'est le travail collectif. On va venir en troisième partie. Et c'est d'ailleurs, lorsqu'on fait un travail dans la forme, et lorsqu'on parle de quelque chose, on instruit l'astral, on instruit le monde des morts. On fait un travail dans le monde des morts. Sans partir dans un voyage astral pour les rencontrer. Parce qu'ils sont dans notre monde, même s'il est parallèle, ils sont dans notre monde. Donc, on parle et on instruit l'astral. Et lorsque des entités viennent par exemple me voir pour avoir des instructions, c'est-à-dire pour avoir de l'enseignement, ou pour venir m'enseigner, mais moi, je les instruis, alors automatiquement, ils ne peuvent pas, même si je les frustre plus souvent qu'autrement, ils ne peuvent pas se réunir ensemble parce que je ne suscite pas en eux, je ne leur donne pas la possibilité de pouvoir s'agglomérer autour d'une haine incroyable de moi. Et seule la haine peut réunir des entités malsaines basses, des hommes qui luttent continuellement l'un contre l'autre et qui se détestent, fais-les haïr quelque chose en collectivité, quelque chose qui vont haïr plus qu'eux autres mêmes, ils vont se grouper, et ils vont détruire, puis ils vont continuer à s'haïr après. Mais c'est ça qui arrive avec les phénomènes de l'astral. Alors donc, si tu viens pour dire quelque chose qui pourrait trop perturber l'astral, assez qu'il pourrait dynamiser leur communication entre eux autres, entre tous ces parcelles mémorielles qui flottent partout, tu risquerais d'avoir, à un moment donné, des manipulations, même matérielles, de type télékinésique ou de type humaine, possession totale, pour pouvoir venir te lutter. Jamais ils ne pourront venir prendre possession de toi. Mais ils peuvent essayer avec les autres, lorsque tu arrives à un certain point. Alors donc, soit que ton ajusteur de pensée t'ajuste suffisamment pour que tu fermes ta trappe, ou encore parce que l'autre n'est pas prêt d'en parler, l'autre peut souffrir aussi de ça, ou parce qu'il n'y a pas d'énergie sécurisante qui pourrait empêcher l'astral de venir. Si l'astral a plus peur de moi que de toi, tu peux m'en parler. Mais si l'astral a peur de toi, mais pas assez, peur de moi, mais pas assez, faut faire attention à ce qu'on dit en maudit. Faut être sûr de ce qu'on dit quand on dit des choses. Je pense que c'est ça, parce qu'avec ton explication, je me sens plus en sécurité
avec toi ainsi qu'avec l'autre personne, j'ai aucune crainte. C'est comme si j'étais avec un lutteur pour parler à quelqu'un qui voudrait l'entrée de force ici, là, un gros et grand, à ce moment-là. Le travail collectif, lorsque nous devons arriver à développer la colère mentale. Et le travail collectif, le travail individuel, pardon. Le travail individuel, dans ce développement de la colère mentale, qui est extrêmement important, on l'a déjà vu dans certains de mes séminaires, j'ai décidé dernièrement que je ne faisais plus de séminaires au public, que je ne ferais que des séminaires qu'à ceux qui font le PMC. Et dans le séminaire, on travaille énormément sur la colère mentale. Et cette colère mentale, c'est un travail collectif d'individualisation et en même temps de suprématie du mental sur l'astral de l'individu qui s'individualise. Cela veut dire qu'à un moment donné, tous les mécanismes qui se promènent en toi et qui viennent te polluer, tu es capable de te mettre en colère, mais d'une colère qui ne sera pas régie par le plan astral, non pas une colère d'écœurement, mais une colère parce que tu vois des choses et ces choses étant vues par ton mental, il n'y a pas de juste milieu entre ce qui doit être et ce qui est. Ce qui est dans l'état psychologique, évidemment. Donc, le travail individuel, c'est un travail qui devrait amener l'individu à être capable de vivre ces colères mentales qui ne sont pas des souffrances mentales. La souffrance mentale, c'est lorsque l'homme est prêt de vivre une colère mentale, mais qu'il ne la vit pas. C'est la même chose que la majorité des souffrances psychologiques qui sont des manques d'expression d'une énergie psychologique. Lorsque la colère mentale, lorsque le mental voit des choses, lorsque le mental parle à Saint-Germain à un moment donné et qu'il dit au bonhomme, je ne crée pas en toi, tu es une face de bœuf, tu es là à mort, tu as des habillements absolument avec des bobouks, tu as des diamants, tu as plein de choses, et chaque fois que l'on parle, que tu es présent parmi nous, que tu viens nous diriger, ben jamais on te voit. Alors moi, j'embarque plus, il n'y a plus rien à faire, il va falloir que tu te matérialises ou que tu te présentes ou qu'il se passe quelque chose, parce que moi, je veux rien savoir. Chaque fois que j'ai le feeling que c'est le comte de Saint-Germain qui vient me voir, il faut que le comte vienne ou il faut qu'il se passe de quoi d'autre parce que là, je ne marche plus. Ça, c'est une colère mentale. On peut la crier parce qu'on peut réellement insulter, on peut faire n'importe quoi. Et si le comte de Saint-Germain se sent vexé, il est votre égal. Alors, entre égal, on peut se parler. S'il ne se sent pas vexé, il est peut-être supérieur. Mais il n'y a pas de danger de crier après. Et s'il est inférieur, on est supérieur. Et c'est pas une entité du monde des morts, parce que s'il est inférieur, c'est qu'il est mort. C'est pas une entité du monde des morts qui va être capable de venir maltraiter quelqu'un qui l'insulte. Jamais. Sauf si la personne est dans un état où c'est une colère psychologique. Donc, où la peur peut s'initier. Donc, une colère où elle s'énergise à un moment donné tellement qu'elle finit par mélanger la colère mentale de la colère psychologique. Où les deux peuvent s'exprimer sur le même pied. Alors, à un moment donné, là, il peut y avoir un danger d'être en colère psychologique contre le monde des morts. À ce moment-là, tu leur donnes ta force. Oui. On les énergise à pouvoir venir nous taper dessus. Tu rouvres la porte, puis c'est ça. Exactement. Alors, ce qui fait que le travail individuel, c'est un travail qui va se faire dans le développement pour la forme. Toujours, le travail individuel se fait de plusieurs façons. Mais pour comprendre l'intelligence de la forme, et pour arrêter d'être asservi par la forme, et pour arrêter de souffrir la liberté que nous avons de cette forme, parce que l'homme qui se libère, c'est-à-dire l'homme qui fuit la forme, paye, c'est karmiquement négatif. Il ne faut pas qu'il fuit, il faut qu'il domine la forme. Il a créé la forme, qu'il le sache plus ou qu'il ne l'a jamais su, ça n'a aucune importance, mais il l'a créé, mais il doit la dominer. Karmiquement, il doit assumer sa création. Mais présentement, karmiquement, l'homme est assumé par sa création. Alors donc, l'homme, individuellement, au niveau du travail de la forme, se doit de développer cette colère mentale, cette faculté qu'aura le mental de pouvoir donner le mot d'ordre, le pas de marche à l'astral. Alors, à un moment donné, l'astral vient s'exprimer et il te dit des choses. Il te donne des goûts, il te donne des peurs, il t'amène des doutes, même si le doute est entre un travail intelligent et un travail
faussement intelligent, illusoire, à un moment donné, tu as une colère envers toi. Mais cette colère n'est pas de la culpabilité, parce que là, c'est une colère qui est psychologique. C'est un ajustement. La personne doit s'ajuster. Et cette colère mentale, c'est à peu près la plus belle forme d'expression de l'ajusteur de pensée, qui arrive à un moment donné chez l'homme et qui brasse la mort de l'homme avec l'homme et qui remet les choses à sa place. Mais pas d'une façon « tu es beau, tu es gentil ». Pas d'une façon « lâche pas, ce que tu fais, c'est bon ». C'est évident que ce que tu fais, c'est bon. Mais on ne parlera pas de ce que tu fais qui est bon, on va te dire, on va te parler de ce que tu fais qui n'est pas bon. Ou de ce que tu fais pas qui serait bon. Parce que de te flatter avec ce que tu fais, ça règle pas ce que tu fais pas. Puis ça règle pas ce que tu fais mal. Ça n'engendre pas la colère. Ça engendre rien. Et cette colère, elle dégage une énergie. La colère psychologique, c'est chaque fois que l'homme est psychologiquement en colère, il y a beaucoup plus d'énergie. Il y a l'énergie psychologique qui sort, qui est beaucoup plus puissante que dans presque tous les autres états d'expression psychologique. Et lorsque l'homme entre dans une phase de colère mentale, il imprègne dans l'astral un égrégore mental dans la mémoire de l'astral, donc il enseigne à l'astral et il s'enseigne à lui. Il a l'autorité. L'autorité qui lui est laissée par son ajusteur de pensée qui s'individualise. C'est la colère créative à ce moment-là. Exactement. Et l'ajusteur de pensée qui s'individualise finit par être tellement bien adapté à l'homme qui l'ajuste qu'il finit par être un joint universel entre l'individu et l'énergie supramentale. Donc, il va pouvoir l'ajuster sur tous les plans. Présentement, la majorité des personnes ont des ajusteurs non individualisés, des ajusteurs de pensée collectifs, des ajusteurs de pensée non expérimentés qui ne connaissent pas la matière. Donc, l'ajusteur arrive, il donne de l'information, la personne vire folle avec. L'ajusteur essaie d'ajuster, mais si l'ajusteur n'a pas d'expérience, il fait des problèmes à l'homme. Et c'est pourquoi l'homme doit développer sa force mentale d'une façon suffisante pour qu'il ne brûle pas avec ce que l'ajusteur non expérimenté va lui donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a une vision globale de quelque chose et il devient fou. Parce que l'ajusteur a manqué. L'ajusteur de pensée, même si énergétiquement supérieur à l'énergie mentale ou astrale de l'homme, ce n'est pas parfait. Il a des maudits problèmes créés par l'ajusteur de pensée qui ajuste mal, qui ajuste pas. Et lorsque la personne a des colères mentales, c'est-à-dire qu'elle met en contact son mental à l'ajusteur de pensée, elle permet à l'ajusteur de pensée de s'exprimer d'une bonne façon et elle renforce son cortex neurologique, elle renforce ses possibilités de pouvoir être en contact avec l'énergie supramentale et de pouvoir faire un travail d'ajustement elle-même. Moi, présentement, je suis un ajusteur collectif. Il y a des ajusteurs collectifs qui sont humains comme moi. Il y en a 2-3 au Québec. Et il y a des ajusteurs collectifs qui sont totalement énergétiques, qui sont créés par ce qui est dit par les ajusteurs collectifs orateurs. La majorité sont assujettis, connectés à l'ajusteur collectif dans l'astral. Bon. Cet ajusteur de pensée, il a individuellement pour fonction d'ouvrir des passages à l'énergie supramentale et d'ouvrir pour l'énergie supramentale des passages à l'énergie mentale. Alors, pour ne pas que l'énergie supramentale se fasse détériorer, disons, dans le plan planétaire où il est détériorable, et non pas dans le plan extraplanétaire, par l'énergie mentale faussée par la coloration astrale, il ajuste. Et pour ne pas que le plan mental, surtout le plan cérébral physique qui exprime l'énergie mentale, soit détérioré, il ajuste. Mais il vient un moment donné où moi je parle, et lorsque j'ai quelque chose qui vient en moi et qui est trop puissant, je m'ajuste moi-même. Alors je coupe le contact, je brise le contact supramental qui commence à descendre, et je le réajuste à ce que je veux. Parce que j'ai un mental ajusté, parce que j'ai un ajusteur de pensée expérimenté et totalement individuel à moi, et je suis capable, moi, d'ajuster l'énergie supramentale. L'énergie supramentale n'est pas là pour venir manipuler l'homme d'une façon assujettissante comme l'astral l'a fait. L'énergie supramentale, c'est une énergie qui va servir l'homme. L'homme global, pas l'homme psychologique, pas l'homme égoïque, pas l'homme astral, évidemment.
Mais l'homme qui s'assujettit complètement à l'énergie supramentale à un moment donné est assujetti à une forme aussi aberrante que l'énergie astrale. Il vient un temps où l'homme va apprendre que lui n'est pas le maître. Mais cet homme, c'est l'homme psychologique, c'est l'ego. Parce que le maître, c'est l'homme global. C'est pas l'homme supramental, c'est l'homme supramentalo, mentalo, astralo, vitalo, physique. Et c'est cet homme qui va faire le travail. Pas l'énergie supramentale. L'énergie supramentale, c'est une force de l'homme. C'est une partie de l'homme qui est expulsée de l'homme parce que l'homme est densifié dans la matière. Comme que c'est dit, c'est de l'énergie. Ce n'est que de l'énergie. C'est comme une automobile. Et ton corps est de l'énergie, tout est de l'énergie, l'homme est de l'énergie. Ce n'est pas parce que nous avons une énergie autre qui, en vibration, est supérieure. Mais pas supérieure polarisée. Pas supérieure parce que meilleure. Elle n'est pas meilleure, elle est différente. Et qu'est-ce que c'est cette différence? Sa supériorité vibratoire. Mais elle n'est pas meilleure, elle est différente. Alors donc, l'homme qui va développer cette colère mentale arrive à pouvoir énergiser d'une façon correcte, d'une façon adéquate, cette énergie mentale, cet ajusteur de pensée. Et à un moment donné, lorsque l'énergie supramentale va descendre chez l'homme et qu'elle va donner à l'homme des choses qui ne sont pas accessibles réellement par la conscience de l'homme, la colère mentale va se faire. C'est-à-dire qu'au lieu de souffrir des choses que tu comprends mal, mais que tu comprends pas comme il faut et que tu comprends assez puis pas assez, au lieu de souffrir cette colère mentale qui essaie de bouger pour essayer de placer les choses, de s'ajuster, chaque fois que ça descend, tu vas dire « Wow, minute les moteurs! Fermez vos grandes trappes, présentement, ça va. » L'énergie supramentale va vouloir descendre encore parce que c'est une énergie qui a besoin de l'homme. Elle est assujettie à l'homme comme l'homme est assujetti à elle. Mais c'est l'homme global, l'homme le plus expérimenté qui devra le contrôler. C'est pas le supramental. Le supramental, c'est une forme d'énergie. L'homme le plus expérimenté n'est pas l'homme supramental, c'est l'homme qui a l'expérience physique, vitale, astrale et mentale. Et non pas juste astrale, évidemment. Le mental est le seul, présentement chez l'homme, qui peut arriver à un état de conscience suffisant pour prendre conscience qu'effectivement, il est un amalgame de 4 états. Pas l'astral. L'astral va dire « je suis fait par le corps physique, par le corps astral, par le corps vital et par le corps mental ». Le corps mental va dire « je ne suis pas fait, je suis une partie de ces 4 corps ». L'ego dit « je suis le tout divisé en ». Alors donc, lorsque le mental chez l'homme va arriver à prendre conscience de son écosystème d'évolution, il va pouvoir, à la longue aussi, prendre conscience de l'évolution, parce qu'il va comprendre l'écosystème extérieur, et lui va être capable d'ajuster l'énergie supramentale par rapport à l'énergie astrale. On a vu l'autre fois que l'énergie mentale, le mental n'existait pas. On avait une conscience intellectuelle, une conscience intuitive et une conscience égoïque. Et que le triangle qui est symbole de l'eau va devoir être renversé pour qu'on ait une conscience supramentale, une conscience intellectuelle, une conscience intuitive. L'énergie mentale, c'est la synthèse entre l'intuition et l'intellect. Mais ça n'a pas de formalité, de forme réelle. Ce n'est pas aussi formel que l'énergie astrale. L'énergie mentale va devenir l'ajusteur de pensée. Il va devenir la pensée chez l'homme. Il va devenir le penseur chez l'homme. Et l'homme devient l'ajusteur. Et l'homme va ajuster l'énergie planétaire par rapport à l'énergie extraplanétaire. Et l'homme va ajuster l'énergie extraplanétaire par rapport à l'énergie planétaire. Je suis moi-même mon ajusteur. Et je détermine moi-même sans coloration ce qui peut être dit, ce qui ne doit pas être dit, ce qui ne peut pas être dit, ce que je peux penser et ce que je ne dois pas penser. Je suis capable moi-même d'ajuster par rapport à ce qui descend et ce que je veux que l'astral sache et ce que je ne veux pas que l'astral sache. Et même si je suis capable d'être en communication avec l'énergie supramentale sans que le plan astral puisse obtenir de l'information, donc on travaille dans un autre plan qui n'est plus le plan de l'astral, un plan totalement supramental, où on peut avoir des communications supramentales entre l'énergie mentale ajustée, donc entre l'ajusteur de pensée et le plan supramental, où on a un travail, une communication qui se fait, sans que jamais l'astral le sache. Et lorsqu'on est humain, et lorsqu'on vient pour parler, il
faire attention parce que là, tu parles dans l'astral. La colère mentale, c'est le travail de l'individu. C'est un travail qui devra se faire seul. On ne peut pas faire de colère mentale en gang. On peut énergiser l'astral en gang. On doit même énergiser l'astral en gang. On doit prier en gang. Et la prière, elle est bonne si elle est faite, comme Raphaël en parle, si elle est faite d'une façon à créer des maîtres qui vont vous taper dessus. Merveilleux. Et créer des égrégores dans l'astral, c'est la même chose que prier. Il y a plusieurs façons de prier. C'est extrêmement utile à la condition qu'on connaisse le rôle que va jouer la forme que l'on crée, évidemment. Mais la colère mentale ne se fait pas en gang. Elle se fait individuellement parce qu'elle se fait lorsque l'individu est en voie d'avoir accès à un ajusteur de pensée individualisé. Quand il y en a plein de casse. Quand il y en a plein de casse et qu'il y a une colère mentale, c'est parce que l'ajusteur de pensée commence à transparaître chez lui. Donc, c'est un travail qu'il se doit de faire. Alors, plus tard, il n'analysera plus seulement à partir de l'intuition, le feeling qu'il a, de l'intellectuance de sa conscience, mais il pourra analyser aussi à partir de la conscience ajustée. Donc, il aura toujours cette trilogie, cet égo, intellect, intuition, mais il aura une conscience supramentale, conscience intellectuelle, conscience intuitive, il n'aura plus d'égo. Pour que l'ego soit détruit, et non pas pour que la mémoire parte, pour que l'ego soit détruit, il doit arriver à un état où il pourra entrer en colère mentale. Et cette colère mentale, il faut, j'en parle comme ceci, on ne peut pas la faire vivre immédiatement, on ne peut pas la développer immédiatement, parce que cela se fait dans un laps de temps plus long d'une conférence. C'est pourquoi je ne fais plus de séminaires au public, j'en fais qu'à ceux qui sont dans le programme Être contrôleur, ceux qui ont déjà fait mes antiques séminaires ou n'ont jamais fait le séminaire que je vais faire, ils sont sans doute prêts présentement, mais c'est un travail qui fait transpirer. Le prochain séminaire, c'est un séminaire qui fait transpirer, c'est un séminaire qui demande de la volonté mentale, et c'est un séminaire qui transforme immédiatement là. Et non pas, la personne va rester énergisée comme les antiques séminaires pendant quelques semaines, aller quelques mois. Mais immédiatement, elle va être sûre qu'elle est elle. Parce que nous allons travailler que sur la colère mentale. Et cette colère mentale, c'est le développement de la communication entre l'homme et l'ajusteur de pensée. Et l'ajusteur de pensée, il peut être fabriqué, il peut être créé par l'homme ou l'homme s'attache à un ajusteur déjà existant qui est une forme d'ajusteur collectif créé de toute façon par le contact entre l'homme et l'énergie extraplanétaire supramentale. Donc, le travail individuel, il commence lorsque la personne arrive à une phase où elle est écœurée, comme tu dis, d'un écœurement qui ne se veut pas à cause de trop de répétition. Parce que la personne arrive à un état de conscience où elle entrevoit clairement, elle est sûre d'être sûre, elle est conséquentielle, elle voit ce qui devrait être fait. Et elle voit l'absurdité de ce qui se répète. Et lorsque la personne voit réellement, mais clairement, l'absurdité de ce qui se répète, elle ne doit pas entrer dans une colère psychologique, où elle va être écœurée, où elle va maudire, ou etc. Parce que là, elle nourrit l'astral, elle l'énergise. Cela va lui venir sur elle. Mais lorsqu'elle est rendue dans une phase où elle peut discerner et discerner un discernement intelligent, où elle voit qu'elle fait telle chose, où elle est prête à le faire 1 million d'années sans arrêt, si elle voit pourquoi. Et parce qu'elle ne voit pas pourquoi, elle ne démolit pas. Elle entre en colère sur cette absurdité qui fait qu'elle ne voit pas. Ce n'est pas une colère psychologique qui dit « je t'ai écœuré, je cherche, je paye, tout ça, mais je n'ai rien, tu vas broyer ». C'est une colère mentale qui sait. La colère mentale, elle permet, dans cette colère, de poursuivre la même chose. Elle ne détruit pas, elle ajuste. Alors, à un moment donné, tu auras la réponse. Et à un moment donné, tu te mets en colère, j'aurai la réponse. Donnez-moi la réponse. Là, on va avoir la réponse.
Puis là, il faut que tu parles, il faut que tu lui parles. À l'astral comme au supramental, il faut que toi, tu ajustes. Et là, c'est l'énergie de l'ajusteur de pensée qui vient se placer. Tu l'auras la réponse, beau cave. Puis continue à espérer, puis tu l'auras un jour, quand tu la mériteras. Mais ça, on te le dit pas. Parce que si on te le dit, ça va nourrir ton ego qui va s'imaginer qu'elle mérite. Non. Tu l'auras. Tout arrive en son temps. Mais le temps, il est où? Quand est-ce que c'est le temps? Tout arrive en son temps. Faites rien, faites tout, faites ce que vous voulez. Ça arrive en son temps. Il n'y a pas d'hasard. Mais le temps n'existe pas. Et le temps, il est déterminé par la conscience psychologique qui veut rétrécir ou étirer quelque chose. Le temps, il est déterminé par la conscience qui désire et la conscience qui est sûre que le désir n'arrivera pas. Ça écrit, ça développe un critère temporel entre le désir et l'aboutissement du désir. Et cela est développé par le fait que tu ne crois pas. Je vais apprendre à jouer du piano, puis dans 2 ans, m'être bon. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être bon tout de suite. Parce que tu as quelque chose psychologique qui pousse à l'infini et quelque chose psychologique qui le veut tout de suite. Et selon la puissance énergétique du désir et de l'antidésir, tu auras le mécanisme temporel. C'est sûr que chaque chose arrive dans son temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'entendre que ça arrive. Parce que si tu attends que ça arrive, ça va arriver dans son temps. Mais si tu te dépêches, puis ça arrive, c'est arrivé dans son temps. Sauf que ce n'est pas psychologiquement que l'homme doit déterminer que c'est le temps. Parce que déterminant psychologiquement que c'est le temps, il détermine psychologiquement aussi que je n'ai pas le temps. Donc, il y a un certain nombre de temps à vivre, à passer. Le temps ne passe pas ailleurs que dans sa psychologie. Et à un moment donné, il aura évolué suffisamment pour dire, bon, mais c'est bien. Puis là, on recommence, encore dans le temps. L'homme, instantanément, peut être. Même s'il n'est pas prêt. Parce que s'il est, c'est qu'il est prêt. Mais il n'était pas. Mais l'homme s'évertue à dire, c'est vrai que chaque chose arrive en son temps. Mais quand on dit ça, on s'adresse à l'homme psychologique. On ne s'adresse pas à l'homme mental, qui a une autre vision complètement différente du temps. On s'adresse au futur homme psychologique qui, lui, désire avoir tout de suite quelque chose qu'il ne peut pas parce que lui-même, en même temps, le refuse. Les personnes se disent « Je veux être en contact avec l'ajusteur de pensée ». Mais si à un moment donné, paf, ça se passe chez eux, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce que ça se peut pas. Pourquoi ça se peut pas? Parce qu'ils veulent pas que ça se peut. Ne voulant pas que ça se peut, malgré qu'ils veulent que ça arrive, ils créent le temps. Puis là, selon l'énergie de l'un et de l'autre, du désir et de l'antidésir, tu auras le cheminement à suivre pour que les deux finissent par désir échoue, trop de puissance dans l'antidésir, et le désir réussit, plus de puissance dans le désir. Ça crée le temps. La colère mentale, elle se développe immédiatement chez l'homme, mais la colère mentale, elle va venir imposer à l'astral une nouvelle tampologie. Elle va lui amener une nouvelle conception, mais presque matérielle du temps. Le temps va changer pour elle. Elle pourra faire les choses en son temps, mais elle pourra aussi dire que c'est le temps. Parce que ce sera le temps. C'est drôle à dire, c'est difficile à cerner parce qu'on le cerne psychologiquement. Lorsqu'une personne dit « le temps est venu », cela peut vouloir dire 2 choses. Je suis prêt ou ils sont prêts. Et lorsqu'on parle, par exemple, du Nazaréen qui dit « le temps est venu », il voulait dire quoi? La prophétie avait préparé le terrain. Dans l'astral. Le monde était maintenant prêt. C'était densifié assez pour... Le temps est venu. Mais si le temps est venu, c'est que tu peux aussi toi-même précipiter le temps. Le temps, ça n'existe pas. Ça existe pas. Alors donc, la personne qui arrive dans un état de colère mentale, où elle peut développer cette colère mentale, et ça, il va falloir le faire, parce que c'est ça qui va libérer. Le discernement, il s'acquiert seulement par la colère mentale. Est-ce qu'on pourrait passer à côté de la colère mentale, Daniel, si on avait la force, mais la force seulement d'observer le présent? Non. Parce que l'observance, là, je prends les termes comme tu les dis, parce que ta réponse peut être oui aussi.
Le présent, c'est une conception psychologique d'un état énergétique perçu par d'autres conceptions énergétiques et psychologiques. Et ce présent donne l'apparence d'une réalité et donne l'apparence d'une existence. L'homme n'existe pas. L'homme vit, l'homme n'a pas d'existence propre, l'homme a une existence qu'il ignore, l'homme a une existence qui est même non existante, l'homme n'est pas existentiel, l'homme est beaucoup plus que le vide et que le plein, et le vide existe, le plein existe, l'homme n'est pas existant. Je te réponds grossement, mais pour pas dire grossièrement. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu vis dans le présent ou si tu perçois le présent, tu t'attaches au phénomène de synthèse entre l'intellect et l'intuition. Et ce phénomène de synthèse est une possibilité permise ou donnée par l'astral planétaire, cette voie du juste milieu, cette perception synthétique ou synthétisée, plus précisément, des deux polarités, de l'intuition et de l'intellect. C'est le présent. Ce n'est ni l'avenir, ni le passé. Le passé est intellectuel, l'avenir est intuitif. Et tu vis entre les deux la synthèse. Mais la conscience supramentale ou la conscience ajustée est autre chose que ce vécu dans le présent. Il n'y a plus de présent. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé parce que tu n'existes plus. Et seul celui qui n'existe plus est immortel. Même s'il a une apparence. Mais il n'existe plus. Lui, il est immortel. Alors donc, celui qui passe à côté du présent, c'est-à-dire que si tu me dis, celui qui, à un moment donné, arrive à être totalement ajusté, a-t-il besoin des colères mentales? Non. Mais il risque d'avoir eu des colères mentales pour être ajusté. Mais la colère mentale n'est pas sine qua non pour arriver à l'ajustement. C'est faux. Parce que peut-être que 200, 300 ou 400 personnes, au cours des 1000 prochaines années, arriveront à la conscience supramentale sans être passés par la colère mentale. Donc, cela se fait. Mais si on parle des quelques autres milliards d'individus, ils devront passer par la colère mentale. Et à travers ces milliards, plusieurs milliards encore devront passer par la souffrance mentale avant d'arriver à la colère mentale. Ils devront souffrir la colère mentale avant d'avoir une colère épurée. Et après, il n'aura plus de colère, parce qu'ils seront les maîtres. Et le maître n'entre jamais en colère. Quand est-ce que le maître entre en colère? Quand il maîtrise mal. Quand on fait des choses qu'il n'a pas voulu. Là, il entre en colère, parce qu'il n'a pas réussi à maîtriser de façon à ce qu'on fasse ce qu'il voulait. Celui qui est maître n'entre jamais en colère, parce que si une chose se passe, c'est parce qu'il l'a voulu. Sinon, c'est parce qu'il maîtrise mal. C'est de sa faute à lui, pas la faute à la chose. Le maître n'entre jamais en colère. Mais présentement, pour éviter la souffrance mentale, il serait vachement bon de pratiquer ce développement de colère mentale. Et la colère mentale, c'est un travail qui se fait individuellement parce que même si la personne elle est assujettie à travailler en collectivité, et c'est pas grave, c'est pas bâtard d'être collectif. Ce qui est bâtard, c'est de ne pas savoir pourquoi. Une personne dans une gang, c'est moins qu'un individu. C'est même pas un individu, c'est beaucoup moins qu'un individu. Mais lorsque l'individu est un individu, et lorsqu'il sait pourquoi il veut s'attacher à d'autres, pourquoi il veut s'unir à d'autres, il est bien plus que la gang, puis il est bien plus qu'un individu. La personne doit développer une colère mentale pour qu'elle puisse purifier chez elle les derniers vestiges de la coloration psychologique dans son mental et pour qu'elle puisse ajuster les débordements incontrôlés des énergies supramentales chez elle. On pense que l'énergie supramentale peut tout faire. Elle peut tout faire à la condition qu'elle soit dans un homme qui peut tout faire. Sinon, elle ne peut rien faire. Elle va travailler selon le récipient. Toujours. Alors donc, la phase de travail individuel, ça va être premièrement au niveau de la forme, celui de la colère. Une colère, je le répète, qui ne dédaigne rien. Une colère qui n'est pas poussée par la peur, qui est poussée par l'illogisme. Et parce que c'est illogique,
tu commences à vibrer dynamiquement, c'est de la colère, c'est une colère mentale. Mais cette colère mentale peut immédiatement être assujettie à la colère psychologique parce que tu désires que ce soit logique. Un désir psychologique. Alors, c'est pourquoi en parler comme ceci, c'est bon. Mais il va devoir falloir que certaines personnes pratiquent d'une façon peut-être plus contrôlée, plus ajustée ce degré de colère mentale, juste pas pour qu'on leur enseigne comment être en colère. Juste pour qu'on puisse leur dire, présentement, c'est une colère psychologique, recommence. C'est une colère psychologique, recommence. Tu as les deux mélangés, recommence. Il est préférable qu'ils fassent ça ici que chez eux avec leur conjoint. Oui, parce que là, c'est sûr, ça ne marchera pas fort. La colère psychologique, elle purifie. Mais la colère mentale, elle purifie. En plus, elle développe les possibilités disons, elle développe l'ajusteur de pensée. Les gros mécanismes qui différencient les deux, c'est qu'il y en a un qui fonctionne par illogisme pur. Ça n'a pas de sens. Pas parce que je veux que ça ait du sens. Ce n'est pas une vision pluralitaire, ce n'est pas une vision dualiste, ce n'est pas une vision polarisée. Il y a des choses qui doivent, il y a des choses qui ne doivent pas être. Et entre la perception de ce qui doit ou de ce qui devrait, de ce qui ne doit pas ou de ce qui ne devrait pas, il doit y avoir quelque chose qui va les faire frapper ensemble jusqu'à temps que ce qui reste de ce qui est puisse détruire ce qui n'est pas. Et c'est la colère. C'est-à-dire que dans la forme, comme nous faisons lorsque nous posons des formes psychologiques, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on brasse les individus, on brasse la marde. Et tout ce qui tombe, c'est de la fraise, c'est de l'illusion, c'est de la farce, c'est de la foutaise. Mais ce qui reste chez l'individu, après qu'on l'ait brassé comme il faut, ça a beaucoup plus d'essence de réalité. Encore coloré, peut-être, la peinture est bien pognée. Mais on va continuer à brasser. Mais l'individu, il faut qu'il se brasse lui-même à un moment donné. Sinon, il reste attaché à celui qui brasse. On va travailler ensemble, on va travailler en collaboration, on va s'unir pour certaines choses. Mais il doit faire le travail tout seul aussi un peu. Et ce travail tout seul, ce n'est pas juste de voir d'autres conférenciers. C'est pas tout seul. Ce n'est pas de lire des livres. C'est bon, mais c'est pas le travail tout seul. Mais lorsque tout seul, il va en avoir assez. Pas d'être dans la merde. La merde est bonne. Assez que des choses illogiques se passent. Alors qu'en réalité, il devrait y avoir telle chose, mais qu'il voit clairement. S'il se met en vibration, il ne brise pas de forme psychologique, il est en train d'ajuster sa force mentale pour voir clair. Puis s'il ne le fait pas à ce moment-là, est-ce que c'est possible qu'il soit obligé de se rendre dans la merde pour le faire pareil? Si tu n'as pas de colère mentale, tu risques de devoir descendre dans tous les genres de merde, autant matériel, vital, au niveau de la santé, tout ça. Mais la merde, il faut faire attention, j'ai déjà conté une petite histoire que je peux raconter encore une fois. La merde, ce n'est pas mauvais. Alors, on avait un petit oiseau, d'ailleurs c'est de mode de parler d'oiseau, qui était tombé en bas de son nid, mais ça n'a pas volé. Puis c'était l'hiver. Alors, il y a une grosse vache qui s'est approchée, elle ne l'a pas vu, elle a placé ses 4 sabots au-dessus, puis elle a chié. Alors, il y a un gros morceau de marde qui est tombé sur l'oiseau. Puis l'oiseau s'est senti au chaud. Il s'est senti bien, il serait mort. C'était l'hiver. La vache s'est en allée, et quelques heures après, il y a un renard qui est passé par là. Alors, il a ramassé l'oiseau de la merde, il l'a secoué comme il faut pour ôter la merde, puis il l'a bouffé. Ce qui te met dans la merde, c'est pas toujours pour ton mal. Puis ce qui t'en sort, c'est pas toujours pour ton bien. Et l'homme voit la merde, voit ce qu'il ne comprend pas, qui semble nuire à ses visions psychologiques comme étant quelque chose qui lui nuit. Cela ne nuit pas à l'ego. Cela embête l'ego. Mais ça l'aide, l'ego.
mais ça nuit à l'expression de l'homme réel. Mais l'ego, se sentant l'homme réel, trouve que ça lui nuit. Lorsque nous disons que la pauvreté est un péché, lorsque nous disons que nous devrions tous être riches, c'est pas à l'ego qu'on s'adresse, c'est évident. Pas parce qu'on va se sentir mieux, parce que vous allez être capable de vous payer des cours, parce que vous allez être capable de voyager, parce que vous allez être capable de construire, d'exprimer, de faire des choses. C'est pour ça qu'il faut être riche, parce qu'il y a des projets à faire, parce qu'il y a des choses à faire. Mais lorsqu'on est limité dans l'expression créatrice, bon, alors, c'est pas brillant. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de personnes, Daniel, qui ont resté pauvres toute leur vie. Toutes les occasions passant devant eux, ils se fermaient des yeux. Ils aimaient mieux chialer contre les riches que de faire quelque chose. Mais oui, c'est évident. Prenons Abraham Lincoln. Il est venu au monde dans une famille extrêmement pauvre. Il n'a pas pu aller à l'école longtemps. D'ailleurs, il n'a pas pu aller à l'école jusqu'à l'âge de 7 ans. Après ça, on l'a retiré de l'école. Il a eu à travailler dans bien des places. Il a toujours été pauvre. Et lentement, par le travail, par la persévérance, par la compréhension de l'écosystème des autres, il a fini, parce qu'il était fort physiquement, Abraham Lincoln était extrêmement bâti, c'était presque un bûcheron. Oui, mais quand il avait 9 ans, il avait de la tuberculose, il couchait Il était malade tout le temps. Il couchait à terre sur la terre, dans la maison. Il était pauvre. Et à un moment donné, il est devenu un président des États-Unis. Il est parti pauvre. Et ce n'est pas parce qu'on n'a rien qu'on ne peut rien faire. Avec de l'argent, on fait de l'argent, c'est vrai. On peut commencer avec des scènes. Mais l'homme est impatient, parce que l'homme a le temps. L'homme, il veut être millionnaire tout de suite ou pas pantoute. Abraham a travaillé. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et à un moment donné, il a vu